Il est 12h16. Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et pour ce premier Midi Lorraine de la semaine, nous allons ouvrir La Belle Porte. La Belle Porte, eh bien, c'est une association d'entraide, n'est-ce pas Milan ? Oui, exactement, Roman. Aujourd'hui, je reçois Jean-Louis Pierquin, président de l'association La Belle Porte à Nancy. Bonjour Jean-Louis Pierquin. Bonjour. Alors, votre association a été créée sous l'impulsion de la démarche Diaconia en 2013, une démarche diocésaine qui vise à faire plus d'actions pour les plus précaires. Alors, cette association, elle a été dirigée par Philippe de Mester, un militant impliqué pour la cause des migrants de Calais, cause pour laquelle il a quitté La Belle Porte pour vous la laisser à vous, Jean-Louis Pierquin. À La Belle Porte, vous accueillez des personnes en difficulté qui vivent dans la rue, mais aussi et surtout des migrants sans droit d'asile en famille. Vous les logez dans vos locaux, 63 rue des Ponts à Nancy. Alors, combien de familles de migrants logez-vous et comment vous faites pour les loger déjà ? D'abord, on ne les loge pas tous au 63 rue des Ponts, parce qu'il ferait un grand immeuble, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on les loge dans des logements qui sont soit des locaux rendus vacants dans le diocèse, soit des locaux qui nous sont prêtés par les congrégations, soit des locaux qui nous sont prêtés par des particuliers. Et puis, pour le solde, c'est des locaux que nous louons sur le marché de la location à Nancy. Alors on loge aujourd'hui environ 80 personnes, c'est-à-dire une vingtaine de familles. Bon, ça change un peu parce que il y en a heureusement qui quittent les logements. Et puis malheureusement, j'allais dire, mais il y en a beaucoup qui attendent aussi la place. Donc il y a un flux qui s'organise lentement au fur et à mesure de l'obtention des autorisations de séjour, puisque les gens quittent les logements qu'on leur prête dès qu'ils obtiennent leur autorisation de séjour, puisque là, ils peuvent vivre comme tous les Français. Et comment on fait pour obtenir ces autorisations de séjour ? Est-ce que déjà, il y en a beaucoup qui les obtiennent ? Alors ça, c'est un travail d'accompagnement administratif. Il faut savoir que les personnes qu'on accueille sont ce qu'on appelle vulgairement des sans-papiers. D'accord. Je dis vulgairement parce qu'ils sont peut-être sans-papiers, mais ils ont beaucoup d'autres choses dans leur poche et dans leur tête. Donc on les accompagne pour obtenir de la part essentiellement de la préfecture une admission exceptionnelle au séjour, qui est une procédure française qui fait qu'une fois qu'ils ont été refusés au droit d'asile, c'est le préfet qui peut prendre cette décision d'admission exceptionnelle au séjour pour différentes raisons. Soit parce qu'ils ont un travail, ce qui est un de nos soucis, il faut leur trouver du travail, soit pour des raisons de santé, soit pour la fameuse raison de rapprochement familial, dont on parle beaucoup sur les ondes. Oui, d'accord. Mais parce que justement, sans droit d'asile, évidemment, ils n'ont pas le droit de travailler. Non. Voilà. Le droit d'asile, une fois que vous avez été refusé à l'asile, et après les recours nécessaires, à ce moment-là, vous n'avez plus, grosso modo, que deux droits. Le droit à l'éducation pour vos enfants, puisque ça c'est la loi en France, tous les enfants doivent aller à l'école, donc les enfants de ces familles-là vont à l'école, et puis le deuxième droit qu'ils ont, c'est la santé, c'est-à-dire que s'ils sont malades, ils sont soignés, on ne les laisse pas dans le caniveau pour soigner leur maladie. Bon, les Français s'en rendent pas compte, peut-être toujours, mais c'est véritablement déjà pas mal pour eux d'être dans cette situation-là. Par contre, ce qui freine à l'intégration, et en particulier des familles en tant qu'endroit où on peut vivre de ses revenus, c'est effectivement l'interdiction de travail. Mais justement, comment ils font pour subvenir à leurs besoins alors comment ils travaillent concrètement Alors, je pense qu'il y a un recours au travail au noir, bien sûr. C'est assez classique. Beaucoup de migrants sans papier, pour ceux qui sont les plus chanceux d'entre eux. J'emploie un mot qui est tout à fait incongru peut-être au regard de l'administration, mais pour les plus chanceux d'entre eux, trouvent du travail au noir, ce qui leur permet de subsister. Et puis les autres, ils subsistent de l'aide et de la charité, d'associations et de gens ou de particuliers qui soutiennent ces familles en leur donnant à manger, en leur donnant un peu d'argent, etc. Mais alors vous, comment vous faites ? Vous les accueillez, donc vous les logez, vous entretenez avec eux en fait
pour qu'ils puissent justement avoir recours à la préfecture et avoir des autorisations de travail. Mais comment ça se passe, cette discussion entre vous et eux? Alors, nous, on a d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de familles qu'on n'accompagne pas, parce que nous avons des moyens limités. Et voilà. Alors, il y a des familles qui viennent nous voir à un moment donné ou à un autre, et on a toujours priorisé la relation avec elles avant toute forme d'aide. Hein. On ne connaît pas d'ailleurs ce dont ils ont besoin a priori. Certains, c'est parfois simplement que leurs enfants n'arrivent pas à suivre bien à l'école, donc ils demandent une aide au soutien scolaire. Il y en a parfois, le problème est total, c'est-à-dire on n'a pas de logement, on n'a pas à manger, on n'a rien. Donc on est dans ce cas-là de temps en temps. Et donc on essaye de construire avec eux des solutions sur mesure. Mais ces solutions sont immédiates. C'est des solutions de survie d'une certaine façon. Elles contribuent à l'intégration parce que la stabilisation des conditions de survie favorise l'intégration, mais en ce qui concerne à proprement parler leur situation légale, dans ce cas-là, il faut travailler avec eux et par la discussion. Parfois c'est difficile, il faut parler les langues ou en tout cas essayer de les comprendre, donc on utilise l'interprète ou bien voilà, pour comprendre quelle est exactement leur situation et de voir avec eux qu'est-ce que pourrait être leur projet en France et leur potentialité. Hein, le but, c'est pas qu'ils restent comme ça toute leur vie. Hein, c'est quelque chose d'inacceptable d'ailleurs pour nous, observateurs. C'est donc de les mettre dans un projet ou avec eux, de les aider à construire leur projet. Ça passe par une démarche vis-à-vis de la préfecture, mais ça, aussi par une démarche que eux doivent entamer par eux-mêmes, par le travail, dans les associations de collaboration avec les associations, d'apprentissage du français, ce qui est un problème majeur, apprentissage du français, donc d'aller suivre les cours, etc. etc. Hein, donc c'est une approche globale pour essayer de reconstruire l'autonomie de ces familles sur la France. Et vous, quand vous vous entretenez avec eux, comment vous faites pour discuter? Vous parliez d'interprètes, pardon. Est-ce que vous avez seulement des interprètes ou alors c'est les enfants peut-être qui... Oui, alors le paradoxe, c'est que souvent les enfants apprennent très très vite le français. Hein. À l'école, moi je le sais bien parce que j'ai 2 enfants adoptés brésiliens et 3 mois après leur arrivée en France, ils parlaient le français. Et ils ne parlaient que le français. Hein, ils avaient beaucoup oublié. Alors là, on voit que les enfants apprennent très vite. Et c'est un paradoxe parce que ça interroge sur le mode de communication. Mais souvent, les enfants viennent avec les parents et c'est les enfants qui traduisent pour les parents. Hein. On en pense qu'on en veut, c'est quand même pas normal si vous voulez, parce que les parents ont des tas de problèmes dont les enfants pourraient tout à fait se passer en termes d'information ou de complexité. Et donc, mais malgré tout, les enfants servent. Les enfants sont obligés de traduire justement ces problèmes pour qu'on puisse aider leurs parents. Oui, tout à fait. Est-ce que les parents qui viennent vous voir et avec qui vous vous entretenez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'ils se sacrifient pour leurs enfants au final? Je crois que les conversations qu'on a avec eux sont généralement confiantes. Et donc, qui dit confiance dit liberté de parole, bien sûr. Et quand on essaye de comprendre leurs motivations, et en particulier pour les familles qui sont là depuis longtemps, puisque c'est majoritairement celles qu'on accompagne, elles sont là depuis 5, 6, 7, 8 ans, parfois 9 ans. On leur dit, mais vous êtes dans une situation quand même qui est pas facile, c'est même difficile, compliqué, de ne pas avoir de travail, d'existence légale quasiment pendant 7-8 ans. Pourquoi vous restez là, peut-être au moment où on dit on n'a qu'à les mettre dehors, c'est assez étonnant. Ils sont restés 8 ans dans des difficultés. Alors, on leur demande, et bien souvent, pas toujours, mais bien souvent quand même, leur position c'est de dire on reste là pour nos enfants. Et plus ils restent là, plus c'est vrai, parce que plus les enfants deviennent intégrés au système français. On a des familles dans lesquelles les enfants ont eu leurs papiers, sont à l'université, et les parents n'ont toujours pas leurs papiers, si vous voulez. C'est donc, et ils disent on se sacrifie. Finalement, notre génération, nous, on n'aura pas pu mener notre projet de vie comme on le voulait, mais nos enfants, par contre, eux, ils sont à l'école,
Il y en a qui travaillent très bien, il y en a qui ont plus de difficultés, parce que c'est vrai que c'est pas facile non plus. Et voilà, et on est là pour que nos enfants réussissent ici, dans ce pays. Jean-Louis Pierrequin, président de l'association La Belle Porte à Nancy, on le rappelle, vous faites d'autres actions, des distributions de soupe aussi, il me semble, pour les personnes tout simplement qui vivent à la rue. Concrètement, c'est quoi l'emploi du temps de toutes les actions à La Belle Porte ? Alors, on fait une distribution de soupe le vendredi, où on accueille beaucoup de gens de la rue, puis des migrants de passage. On a 2 après-midi d'accueil complet au 63 rue des Ponts, dans lesquels viennent les gens qui veulent pour parler, pour jouer, pour en tout cas partager, et qui sont tenus entre autres par les anciennes équipes de l'association Tabga. On a des distributions alimentaires, on en a une tous les 15 jours. C'est des distributions alimentaires assez importantes, puisque on en fait, celle de tous les 15 jours, amène des colis pour une centaine de familles maintenant, donc 300 personnes environ, et on distribue donc à peu près 2,5 tonnes de nourriture par mois, avec l'aide de la Banque alimentaire, bien sûr, oui, parce que nous n'avons pas de ressources à proprement parler, mais on assure cette distribution auprès des gens de proximité. D'où proviennent vos ressources ? Un séjour de vacances. Oui, voilà, justement. D'où proviennent vos ressources ? Vous organisez aussi un séjour de vacances, justement, pour les migrants. C'est la première fois qu'ils vont en vacances, pour oui, il y en a beaucoup, c'est la première fois, ou en tout cas, ça faisait tellement longtemps que c'est comme la première fois. Et on organise ça dans les Vosges, tous les ans, au mois d'août, et c'est avec les familles, c'est des familles qui viennent, les papas, les mamans, avec les mômes, et qui se réunissent dans les Vosges. C'est un grand moment d'association. Je crois que ça amène beaucoup de convivialité, beaucoup d'émotion aussi, parce que pour ceux qui accompagnent, mais pour ceux aussi qui sont là, de voir un épanouissement, ou en tout cas une fenêtre de soleil dans un monde qui est pour eux quand même parfois obscur. Dernière question, peut-être quelle population vous accueillez le plus exactement ? Alors, la nationalité, c'est la question. Oui. Alors, on accueille donc des gens qui ont été refusés au droit d'asile, et c'est aujourd'hui pour nous essentiellement des gens en provenance de l'Europe de l'Est, ou des marches de l'Europe de l'Est. Oui. C'est des Arméniens, des Kosovars, des Albanais, des Géorgiens. Donc ça, c'est la grande majorité des gens qu'on accueille. On a un petit peu d'Africains, parce qu'il y a aussi des familles africaines. Et puis, on a quelques Russes, à la mode, des Africains. On a vu passer, mais je dis bien passer, parce qu'ils ne sont pas beaucoup séjournés dans notre association, des Syriens et des Irakiens, qui sont, qui venaient pour certains, repartis, ou pour d'autres, fait très vite leur intégration en France, parce que ils avaient des niveaux de formation en général très élevés. On a eu des professeurs d'université, on a vu passer des médecins, ils sont pas. Oui. On apporte une aide momentanée, mais ils ont déjà un très fort degré d'autonomie en eux-mêmes, et donc ils sont capables de prendre en main leur destin sans qu'on soit directement avec eux. Des personnes qui venaient à cause de la guerre, évidemment, qui a lieu dans leur pays, notamment en Syrie et au Yémen. Merci Jean-Louis Pierrequin, président de l'association La Belle Porte à Nancy, d'être venu dans Midi Lorraine. C'est moi qui vous remercie en tout cas.